Alors, bonjour à toutes et à tous. Je mets mes lunettes parce que, une fois n'est pas coutume, je me suis dit que j'allais essayer de lire un texte, car le sujet est vaste et j'ai peur de me noyer, donc je me suis dit que ça m'éviterait comme ça de trop déraper. Alors le titre de cette conférence, les intelligences artificielles génératives sont-elles surréalistes? Tout d'abord, je souhaite remercier le comité de l'association des Amis du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, et en particulier Madame Sabine Panchaud, d'avoir accueilli l'idée de parler d'intelligence artificielle et d'art numérique dans le contexte de ce cycle de conférences sur l'art. Au fil des 8 interventions, nous aurons l'occasion, car je compte bien y participer, nous aurons l'occasion d'entendre des personnalités d'horizons très différents nous parler de ce sujet sous des angles à la fois originaux et très complémentaires. Vous avez lu le programme et vous savez que vous aurez de vrais spécialistes de l'art et même des artistes que je me réjouis d'entendre nous éclairer sur ces questions. À titre personnel, Sabine vient de le rappeler, je ne viens pas du monde de l'art, mais en tant que professeur de marketing digital, je m'intéresse à la communication et à l'image. J'ai aussi eu la chance de baigner dans le monde de l'Internet depuis les débuts de son ouverture au grand public dans le milieu des années 90, et notamment à l'époque où j'étais assistant de la professeure Solange Guernauty, qui me fait l'amitié d'être présente aujourd'hui parmi nous. À titre personnel, je m'intéresse, Sabine l'a dit, depuis longtemps à la photographie et depuis plus récemment à la peinture contemporaine, notamment figurative. Alors simplement en tant qu'amateur d'art, atteint, je dois le confesser, d'une assez sérieuse collectionnite, pour reprendre le titre d'un livre délicieux d'Emmanuel Pierrat, que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, en tout cas je le recommande, je m'estime atteint de cette collectionnite parce que, en effet, je me heurte au mur de mon appartement. Ceux qui sont atteints le comprendront. Pour tout vous dire, l'idée d'aborder ce vaste sujet a germé il y a tout juste une année, alors que j'écoutais, assis avec vous dans cette même salle, la conférence introductive du cycle de l'an dernier sur le surréalisme. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui étaient là, Yuri Steiner, directeur du MCBA et co-commissaire de l'exposition, nous dévoilait en avant-première et 3 mois avant son ouverture les grandes lignes de l'exposition Surréalisme, le grand jeu. À la même période, je travaillais à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, à Yverdon, à la préparation de la publication annuelle que nous réalisons pour notre institut d'ingénierie des médias, celui même dans lequel je travaille. Un article de mes collègues évoquait alors un projet réalisé par eux. Il s'agissait, en 2 mots, pardon, ça c'est le cycle de l'an dernier, il s'agissait d'un projet de médiation scientifique réalisé en marge d'un projet européen sur la physique solaire, un domaine dans lequel je connais absolument rien. Ce projet prend la forme d'un prototype de jeu de cartes, et dans ce projet, les visuels que vous voyez là et les textes ont été générés par des systèmes d'intelligence artificielle dites génératives. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir, le style graphique de ces images est basé sur le vitrail, et les visuels créés sont assez surprenants, pour ne pas dire un poil surréalistes. Si j'ose, bien sûr, un usage très générique du terme surréaliste. C'est donc de là qu'est partie cette initiative entre les propos érudits de M. Steiner et ce projet de recherche appliquée. Il m'a semblé qu'il y avait des territoires à explorer entre IA et surréalisme. Maintenant que vous savez tout de l'origine de ce cycle de conférences, revenons à cette 2e conférence du cycle. Car oui, la semaine dernière, Marc Atala nous a invités à plonger dans le monde de l'art numérique en nous montrant à travers différents exemples comment l'ordinateur s'immisce dans le monde créatif. Des machines produisant des images, des robots capables de dessiner des portraits, de l'art génératif basé sur des algorithmes, des performances hybrides entre spectacle vivant et projection numérique, le jeu vidéo même comme espace de création d'expériences artistiques, et vous vous en souvenez peut-être, un poil psychanalytique. Ces différents exemples sélectionnés par Marc illustrent bien sûr certains aspects de l'art numérique, mais les relations entre les arts et le numérique peuvent prendre d'autres formes. Par exemple, dans la photographie ou dans la vidéo, 2 domaines dont la numérisation est aujourd'hui banalisée,
Dans la création visuelle, en particulier dans le cinéma, qui fait la part belle aux effets spéciaux réalisés par l'informatique depuis déjà très longtemps. Dans la musique, qui elle aussi est imprégnée de numérique, depuis les synthétiseurs des années 70 jusqu'à aujourd'hui avec les systèmes d'écoute en streaming. Dans la peinture, et en particulier la peinture figurative, dans laquelle les artistes expliquent, sans complexe ou presque, que le numérique est devenu leur carnet de notes, que beaucoup travaillent d'après-photographie, en utilisant leur iPad pour réaliser leur mise au carré, en projetant ces photos directement sur leur toile avant de les peindre, sans parler de ceux qui, à l'instar de David Hockney, dont vous voyez ici une création, s'emparent directement du numérique comme outil et support. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont pu voir l'exposition de ces iPad Painting, c'est comme ça qu'ils les appellent, à la Royal Academy of Art en 2021. Il s'agissait d'une centaine d'œuvres réalisées lors du confinement de 2020. Hockney aura d'ailleurs par ailleurs une rétrospective à la Fondation Vuitton à partir du 9 avril 2025 pour celles et ceux qui ont l'occasion de se rendre à Paris à cette période. D'autres disciplines des beaux-arts sont bien sûr concernées, comme l'architecture, qui elle aussi s'appuie sur des logiciels qui impactent la création. Je vous renvoie à ce sujet à un podcast de la série Le Code a changé de Xavier Delaporte sur France Inter, intitulé « Les courbes en folie, faire de l'architecture avec les ordinateurs ». Ça date du mois de novembre dernier, vous le trouverez en deux clics ou en 2 recherches sur Internet, vous verrez, c'est tout à fait intéressant. Dans cette énumération, j'ai évoqué surtout les aspects liés à la création avec le numérique, alors qu'en réalité, et en tant que marketeur, je le confesse, c'est quelque chose qui m'intéresse, les changements liés à la numérisation du domaine concernent aussi bien les métiers, les activités, la commercialisation, la médiation, les musées, le fonctionnement de secteurs économiques entiers liés aux arts et à la culture. Bref, la culture et les beaux-arts n'échappent pas à la numérisation. En filigrane de cette numérisation, l'informatique est aujourd'hui secouée par ce que certains analystes considèrent comme le plus grand bouleversement depuis l'émergence de l'Internet, que d'autres, plus emphatiques encore, voient comme un événement historique à l'échelle de l'humanité, plus important que celui de l'invention de l'écriture ou de l'imprimerie. C'est dire si on ne manque pas d'emphase par rapport au sujet. L'intelligence artificielle, puisque c'est elle dont il s'agit, fait la une des médias très régulièrement depuis un peu plus de 2 ans. Elle agite Wall Street et la Silicon Valley. Elle s'invite dans de très nombreux domaines, notamment dans les entreprises, et dans les entreprises en particulier dans leur informatique et dans leur marketing. Alors, je ne vais pas ici vous présenter l'histoire de l'intelligence artificielle. Des historiens le feraient mieux que moi. Vous avez ici le genre de schéma qu'on pourrait passer des heures à disséquer ensemble. Ni détailler les technologies qui rendent aujourd'hui possibles les fameuses IA génératives, celles qui affolent le monde numérique depuis le 30 novembre 2022, il y a un peu plus de 2 ans, date à laquelle, vous vous souvenez, OpenAI a ouvert au public son fameux ChatGPT. Avant cette date, bien sûr, les IA existaient et elles ont été utilisées pour réaliser des créations artistiques. En tout cas, c'est comme ça qu'elles se présentaient. Mais ces projets, dont vous avez ici 2 exemples, exigeaient des développements informatiques et des moyens importants. C'est le cas des 2 exemples très médiatisés que vous avez là. À gauche, vous voyez un projet qui s'intitule, si je traduis, « Le prochain Rembrandt ». C'est un projet qui a duré plus de 18 mois, qui a été réalisé en 2016 par une équipe importante, incluant Microsoft, une agence de communication, des universités et des musées. Grosso modo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scanné de façon très précise plusieurs centaines de tableaux de Rembrandt et ils ont donné tout ça à digérer à une intelligence artificielle en lui demandant de créer le prochain Rembrandt, un Rembrandt évidemment qui n'existe pas. La chose intéressante, c'est qu'ils ont en plus utilisé une sorte d'imprimante spéciale pour imprimer le Rembrandt à la manière de Rembrandt avec de la peinture et des couches. Donc il y a un relief en fait dans l'œuvre qui est particulier. À droite, vous avez le non moins célèbre portrait d'Edmond de Bellamy, réalisé par le collectif Obvious, et qui est connu principalement parce qu'il a été vendu aux enchères pour la modique somme de 432 500 $ par Christie's en 2018. Ce sont des exemples intéressants, mais qui précèdent l'ouverture au grand public des IA.
En réalité, en ce qui concerne les IA génératives capables de créer des images, cette ouverture au grand public démarre au début de l'année 2022, avec le lancement de DALL-E, la solution d'OpenAI, donc la même entreprise que celle qui développe ChatGPT. Et cette solution DALL-E est la solution qui permet de créer des images. À peu près en parallèle, on a vu le lancement de Midjourney, qui est un autre exemple de solution d'IA générative spécialisée dans la création d'images et qui est aujourd'hui très connue. Midjourney donc, a démarré pendant 2022, a été rendu très largement accessible pendant l'été de cette année-là. Depuis lors, ces deux plateformes n'ont cessé de faire évoluer leur modèle vers plus de puissance, plus de pertinence, de qualité des rendus, et leur ont ajouté bien sûr des fonctionnalités nouvelles. Depuis cette date aussi, les investissements massifs ou des investissements massifs ont été réalisés par les géants du numérique et par les fonds de capital risque. On parle quand même de la modique somme de 45 milliards de dollars rien que pour l'année 2024, donc des sommes absolument vertigineuses. Les attentes du monde économique suite à ces investissements semblent très importantes et chacun espère sa part du gâteau. Ces investissements massifs ne concernent pas seulement les outils de génération d'images. C'est en réalité tout un ensemble d'outils informatiques qui voient le jour et dont une partie seulement se spécialise dans la génération d'images, là où d'autres le font sur le texte, sur la musique, la vidéo, etc. Les investissements profitent également à toute une chaîne d'acteurs qui conçoivent et fabriquent le matériel nécessaire, en particulier les fameuses puces spécialisées, en particulier celles que l'on trouve sur des cartes graphiques. Pour celles et ceux qui boursicotent, vous avez sans doute remarqué la croissance vertigineuse de la valeur d'NVIDIA, qui est un des acteurs de ce marché. Mais au-delà des puces, c'est aussi les cartes, les machines et les centres de données, ces fameux data centers qui sont requis pour entraîner et faire fonctionner ces systèmes à grande échelle. Et j'insiste sur le mot « échelle », car cette notion est très importante. Il faut se souvenir que ChatGPT est l'application qui a battu tous les records de croissance, puisqu'elle a atteint 100 millions d'utilisateurs mensuels en moins de 2 mois. Donc quelque chose d'absolument colossal en termes de croissance pour un système informatique. Dans le domaine de l'image, j'ai cité DALL-E et Midjourney. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres, car beaucoup d'autres solutions existent, comme Raycraft, Stability, Ideogram, Leonardo. Certaines sont développées aussi par de grands éditeurs et sont intégrées dans leurs outils, comme Firefly de la célèbre maison Adobe, Gemini, qui est développé par Google, Copilot chez Microsoft, Llama chez Meta, qui n'est pas encore disponible en Europe, mais qui existe aux États-Unis, ou même Grok de X, soutenu par Elon Musk. Des sites mettent en compétition ces différentes IA génératives. Vous avez un exemple ici de ces classements. Et ces classements intègrent des notions de popularité en termes de nombre d'images générées, mais aussi des compétitions entre ces moteurs pour essayer de les classer selon différents cas d'usage. Vous avez ici un exemple qui est traduit d'une telle compétition. Donc le prompt dit « Imaginez une station de recherche antarctique de pointe et respectueuse de l'environnement, avec une conception modulaire unique qui s'intègre parfaitement dans le paysage glacé, avec des matériaux durables et des systèmes d'énergie renouvelable, le tout rendu dans un système élégant et moderne. » Alors je vous laisse juger entre ces deux images de savoir laquelle, selon vous, correspondrait le mieux à cette description textuelle. Si vous regardez, celle de gauche est relativement imparfaite, elle souffre de certains flous, celle de droite est clairement beaucoup plus nette. De là à savoir est-ce qu'elle intègre tous les éléments de l'invite qui a été donné, ce n'est pas complètement certain. Mais revenons au cœur de notre sujet. Elle, vous la connaissez. La célébrissime jeune fille à la perle, peinte par Vermeer en 1665, mais connaissez-vous ses démêlés avec l'IA ? En 2023, elle a été prêtée au Rijksmuseum pour sa grande exposition Vermeer. Mais face au vide laissé sur ses murs par ce prêt, la Mauritshuis a décidé de lancer un concours public dans lequel chacune pouvait proposer sa jeune fille, et dont les gagnants verraient leur œuvre accrochée sur les murs du musée. Environ 3500 œuvres ont été reçues, 175 ont été sélectionnées, parmi lesquelles celle-ci, proposée par Julian Van Dieken. Elle a été générée avec des outils d'IA
et Photoshop. Elle n'était pas la seule œuvre artificielle, mais c'est elle que les médias ont retenue pour débattre du statut de cette œuvre et de sa légitimité à rejoindre, même temporairement, les cimaises du musée. Alors bien sûr, chacune d'entre vous, et on la voit ici accrochée sur les murs du musée, chacune d'entre vous peut générer en quelques clics des versions spécifiques et uniques de cette fameuse jeune fille en utilisant des IA génératives. Vous avez ici deux exemples personnels créés en quelques minutes avec Midjourney, d'une version robotisée dont les résultats sont assez étranges, mais assez révélateurs du genre d'image qu'on crée avec ces IA génératives. Quelques mois auparavant, c'est une autre image, le théâtre d'opéra spatial de James Allen, qui a agité le monde médiatique, après avoir remporté un prix lors de l'édition 2022 de la Foire d'art de l'État du Colorado. Et ce, alors même que l'œuvre était proposée dans la catégorie art numérique. Donc si vous voulez, on est dans la catégorie art numérique, ça ne devrait pas surprendre grand monde qu'on ait une œuvre créée par de l'intelligence artificielle, quand bien même ça a fait débat. D'après l'auteur, l'image de base aurait été créée avec Midjourney après plus de 600 tentatives, puis retravaillée avec Photoshop et ensuite agrandie avec Gigapixel, un autre outil d'IA qui est spécialisé dans cette tâche d'agrandissement. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'Allen a tenté de déposer l'image auprès du Bureau américain du copyright, lequel a refusé cette demande parce que, selon lui, l'image avait été essentiellement créée par une machine et non par un humain. D'après le site de M. Allen, un appel est encore en cours. Peut-être que Maître Benhamou aura l'occasion d'y revenir dans sa conférence du 28 janvier sur les questions juridiques que cela soulève. L'exemple suivant est celui de l'Allemand Boris Eldachsen, qui a refusé en 2023 le prix du concours photographique Sony World Photography Award. Pour cette image, intitulée The Electrician, est issue de sa série Pseudomnesia 2022. Le prix lui a été attribué par le jury avant qu'il ne le refuse en révélant que l'image n'était pas une photographie, mais une image générée par l'IA. Ce qui n'a pas empêché l'organisation de maintenir et de confirmer sa décision et donc de lui laisser le prix. Le détail de cette histoire est expliqué sur son site et d'ailleurs, sur ce même site, vous pouvez consulter la série complète des images qu'il a générées et dont est issue The Electrician. Il insiste d'ailleurs sur le titre de la série, Pseudomnésie, qui évoque en fait l'idée d'une mémoire de quelque chose qui n'a jamais existé, puisque les images que vous voyez là sont parfaitement irréelles, elles sont créées par des machines, elles ne représentent pas quelque chose d'historique. Alors, à titre d'anecdotique et de clin d'œil, on a aussi eu des événements inverses, avec par exemple le cas de Miles Astray, qui a remporté le prix 1839 Award dans la catégorie IA, avec une photographie conventionnelle en juin 2024, un peu comme une revanche de la photographie. Donc là, il s'agit d'une vraie photo de Flamand Rose qui a remporté un concours d'image d'IA. C'est assez cocasse. Si je reviens un instant sur le cas d'Eldachsen, sur son site, vous verrez que vous avez une mention, une référence à un photographe péruvien qui s'appelle Christian Vinces, je ne sais pas si la prononciation est correcte, qui propose déjà en avril 2023 de nommer ces fameuses images créées avec des IA avec le terme promptographie, pour les différencier clairement des photographies et faire référence indirectement à leur processus de génération, puisque tout part d'un prompt. Ça m'amène du coup à la façon dont fonctionnent ces systèmes d'IA générative. La plupart proposent une interface utilisateur qui reçoit du texte et qui en échange va générer des images à partir de ces textes. Pour les spécialistes de l'art, il y a là un champ entier de réflexion et de recherche sur les relations et les relations étranges entre ces mots et ces images qu'ils engendrent. Je pense ici en particulier à la regrettée Annie Lebrun, amie des surréalistes, qui nous a quittés malheureusement en juillet dernier et qui s'était intéressée de près à cet espace entre les mots et les images, notamment dans ce livre, Un espace inobjectif, paru en 2019 chez Gallimard. Pour les informaticiens, les informaticiennes, l'idée de prompt est assez classique, je devrais même dire banale. Vous donnez une commande à la machine et elle l'exécute. On peut d'ailleurs parler de commandes, d'instructions, d'invites,
Certains dans le domaine parlent même d'incantation, sans doute pour évoquer le sentiment de travailler avec un outil un peu magique. D'ailleurs, cette pensée à la magie me donne envie de rendre ici hommage à Nicolas Nova, un jeune professeur de la HED, décédé tout récemment à 47 ans alors qu'il faisait un trek, et dont le dernier livre portait précisément sur la persistance du merveilleux dans le numérique. La magie, pour moi, évoque bien cette dimension merveilleuse. Alors sur Midjourney, le prompt est construit et il intègre différents paramètres, dont vous voyez ici quelques exemples, des paramètres qui sont techniquement assez basiques, des choses comme le format de l'image que vous souhaitez avec un rapport hauteur-largeur, ou bien la version du modèle à utiliser pour générer l'image. Certains de ces paramètres peuvent aujourd'hui être aussi configurés à travers une interface web. Vous voyez ici, je peux choisir le format portrait, carré, paysage, ce genre de choses. Alors cela dit, le prompt n'est pas la seule façon d'interagir avec de telles machines. Dans le cas de DALL-E, il est possible d'étendre une image, faire ce qu'on appelle ou ce qu'ils appellent de l'outpainting. Et ça se réalise sans aucun prompt, comme le montre cet exemple d'Auguste Camp, dans lequel notre fameuse jeune fille à la perle apparaît à nouveau, mais subit un sort un peu particulier, puisque on demande ici à la machine de lui recréer un environnement virtuel. Au final, ça donne quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, vous partez du tableau de Vermeer et l'intelligence artificielle va construire un autour possible, évidemment absurde, mais qui est éventuellement plausible et qui peut, à certains égards, évoquer des choses d'époque ou parfois des choses totalement anachroniques. Avec Firefly, on a d'autres types d'interactions. Par exemple, il est possible de localiser l'action d'un prompt. Ici, vous voyez, j'ai une image d'une feuille, je ne sais pas, bleue, et puis je vais sélectionner une zone et puis demander à l'IA de générer en fait une grenouille tropicale, et l'IA va créer cette grenouille tropicale exactement à cet endroit. Donc on est sur un prompt, mais qui est localisé. Dans d'autres IA, il est possible de dialoguer avec l'IA, et c'est d'ailleurs le cas pour DALL-E 3 qui est maintenant intégré directement dans ChatGPT. Je vous montre ici un échange assez basique, mais qui permet de bien comprendre de quoi on parle. D'abord, j'ai demandé à ChatGPT de me dessiner le mouton du Petit Prince. Alors vous voyez, il me propose ce mouton et il me dit voilà ton mouton, Petit Prince, super. Donc j'ai ce magnifique mouton. Et je vais le pousser un petit peu, parce que si vous vous souvenez de l'histoire, ce mouton il n'est pas très crédible. Il n'est pas très crédible, donc je lui dis non, mais j'imagine que dans le désert, le pilote n'avait qu'un bout de papier jauni et un stylo à billes à disposition pour dessiner son mouton. J'envoie ça à ChatGPT qui immédiatement s'exécute et produit ce deuxième dessin, effectivement d'un croquis de mouton fait possiblement au stylo bille sur un papier jauni. Il a l'air assez content, il me dit voilà le mouton dessiné comme si le pilote l'avait fait. Je vais pousser la chose un peu plus loin. Je lui dis mais dans le livre, le mouton n'est-il pas dans une boîte ? Ni une ni deux, le voilà qui me dessine un nouveau mouton, cette fois-ci dans une boîte. J'ai poussé la discussion en le provoquant un peu, juste pour des fins de démonstration, en lui rappelant que, en lui posant la question de savoir est-ce que cette image était réellement fidèle à l'histoire de Saint-Exupéry. Elle me dit non, pas tout à fait. Si on s'en tient fidèlement à l'histoire dans Le Petit Prince, il y a des éléments importants qui manquent. Le dessin de la boîte. Il m'explique que Syntex a vraiment décrit le dessin comme quelque chose de très simple, une boîte avec quelques trous pour que le mouton puisse respirer, rien d'autre. Le contexte émotionnel, l'esthétique aussi de Saint-Exupéry. Alors, je vais continuer à le pousser et je lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réalisé un dessin conforme à l'histoire ?» Alors, il tourne un peu autour du pot et il me dit « Bon, comme tu as mentionné la boîte, je me suis concentré sur cette interprétation, etc. » Et il essaye de se justifier. Mais il me dit quand même « Je pourrais quand même éventuellement essayer à nouveau. Qu'en dis-tu » Je dis « Mais vas-y, dessine-moi donc ce mouton-là. » Et enfin, j'obtiens effectivement
une boîte, enfin un mouton dans sa boîte, vous le savez. Alors, la boîte ne ressemble pas exactement à l'original. Elle est plutôt pas mal, parce que lors d'essais précédents, il m'avait dessiné quelque chose comme ça. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce cas-là, c'est ce qu'il décrit en dessous. Il dit, cette fois-ci, j'ai créé un dessin qui se concentre uniquement sur la boîte, avec des trous pour respirer, sans montrer le mouton. Je vous laisse juge, pour mieux capter l'esprit de ce que tu imaginais, effectivement, sans montrer le mouton, c'est un peu raté, mais ça fait partie du jeu. Alors en parallèle, j'ai fait des tests sur la version mobile de ChatGPT, où là, il me dessine cette espèce de mouton dans sa boîte, et quand je lui demande « mais pourquoi tu ne dessines pas le mouton de Saint-Exupéry ?» il me dit qu'il ne peut pas pour des questions juridiques. Dans la version 4.1, O1 pardon, du modèle, qui est la version la plus récente, là aussi, il va m'interdire en fait de générer le dessin. Il va quand même me faire un croquis très précis de ce à quoi ça ressemble, mais il ne le dessine pas et il m'explique de façon très précise la raison pour laquelle il s'interdit de le faire. Donc, vous avez vu ici, dans cet exemple, quelque chose d'assez absurde, mais qui montre un petit peu le genre de choses qu'on entend par ces interfaces conversationnelles. En matière juridique, vous aurez l'occasion de rediscuter, j'imagine, avec le professeur Benhamou de la règle standard des 70 ans après la mort de l'auteur et du cas particulier de la France qu'on appelle la prorogation pour cause de guerre, qui fait que cette œuvre de Saint-Exupéry est encore protégée par le droit d'auteur sur le territoire français. Alors, dans l'ensemble de ces exemples, nous avons ce que l'on appelle donc une interface conversationnelle. On va dialoguer avec la machine et on va dialoguer avec elle dans un langage quasi naturel, en tout cas il nous paraît naturel. Et une IA aussi qu'on peut qualifier de multimodale. Pourquoi? Parce qu'elle peut accepter en entrée ou générer en sortie différents types de contenus. Donc à la fois du texte, mais aussi du code informatique, des images, parfois du son ou d'autres choses. En l'occurrence ici, j'ai utilisé du texte, mais en sortie, j'avais des images. Pardon. Ces modalités d'interaction, et notamment la dimension conversationnelle, ont été une des raisons du succès de ChatGPT. Certains y voient un point de bascule dans la façon dont l'interaction homme-machine est envisagée, car même si les interfaces conversationnelles existaient déjà, pensez à Siri, Alexa ou Google Assistant, elles étaient loin d'offrir une telle capacité de dialogue. Ici, vous avez un exemple de l'interface de Midjourney, à qui j'ai également demandé d'imaginer le mouton du Petit Prince et qui semble incapable de répondre correctement à la requête, sans me proposer de possibilité d'itérer, c'est-à-dire de converser à partir de sa réponse et de la guider éventuellement vers ce que je cherche. Tout ça parce que Midjourney fonctionne sur la base d'un prompt et pas sur la base d'une interface conversationnelle. Cela dit, les interfaces évoluent sans cesse et chaque éditeur tente d'améliorer l'expérience qu'il propose à ses clients tout en se différenciant de ses concurrents par des services et une interaction optimale. Alors, je laisse aux linguistes et aux sémiologues la réflexion sur cette invitation à imaginer que vous avez là tout en haut de l'écran et qu'on retrouve systématiquement chez Midjourney. Une simple plongée dans le dictionnaire Le Robert nous rappelle ce qu'est l'imagination. Il nous dit que c'est une faculté que possède l'esprit de se représenter des images ou d'évoquer les images d'objets déjà perçus. Il nous dit aussi que c'est une faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus et de faire des combinaisons de nouvelles images ou d'idées, de se représenter des situations possibles. Ce double éclairage fait singulièrement écho à la définition de l'intelligence artificielle, en ce qu'elle regroupe, je cite toujours le Robert, des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Vous voyez ici la référence à l'esprit qu'on retrouve dans l'imagination. Plus généralement, le monde de l'informatique et de la robotique cherche aujourd'hui à doter la machine de capacités sensorielles, motrices, mémorielles et réflexives. Les définitions du Robert nous invitent à réfléchir sur l'ambiguïté entre le déjà perçu et le jamais encore perçu, car les IA génératives dont nous parlons sont basées sur des modèles qui ont été entraînés à partir de gigantesques corpus de textes et d'images. On parle de centaines de milliards de mots, de milliards d'images, autrement dit des centaines de téraoctets de données. Alors ce que vous voyez là, ça n'a l'air de rien, mais c'est le site de Lion 5B.
Un gigantesque dataset ou jeu de données comportant près de 6 milliards d'images dûment filtrées et décrites. C'est-à-dire que chaque image est associée à des mots-clés décrivant ce qu'elle contient. Les organisations qui développent les solutions d'IA générative ne sont pas très précises ni loquaces sur les sources utilisées réellement pour entraîner leur modèle. D'abord parce qu'il s'agit d'un élément de concurrence, et ensuite parce que des questions juridiques et commerciales sont soulevées par l'exploitation des contenus utilisés par des IA. En matière de texte, les acteurs du domaine se sont massivement servis sur le web, dans les livres, sur Wikipédia, dans les news, dans les forums, sur les blogs, dans les sources de données publiques et bien sûr dans les publications scientifiques. J'ai des pensées pour mes collègues universitaires. Un domaine d'ailleurs dans lequel souffle le vent de l'ouverture avec le courant du bien nommé Open Science. Un vent tout aussi fort que celui qui souffle dans le domaine public qui est celui qu'on appelle l'open data, deux domaines dans lesquels on cherche à débrider finalement l'accès aux données, notamment pour entraîner les IA. Et puis, j'allais oublier une autre source majeure que sont les réseaux sociaux. Par exemple, Twitter ou Meta et leurs milliards de posts publics qui, clairement, sont utilisés pour entraîner ces IA. Beaucoup de grandes plateformes, et en particulier Meta, ont d'ailleurs modifié leurs conditions générales pour pouvoir entraîner explicitement leur modèle d'IA à partir des contenus partagés par leurs utilisateurs. La Commission européenne parle même d'altruisme des données pour inciter les citoyens et les organisations à partager leurs données pour qu'elles puissent servir à entraîner des IA. Alors évidemment, quand on vous parle de ça, on ne va pas vous parler de générer des images de ce type-là, mais on va vous dire ça serait quand même altruiste de partager par exemple votre dernière image de mammographie pour qu'on puisse entraîner des IA à mieux détecter les cancers du sein. Évidemment, personne ne va refuser ce genre de choses et les entreprises commerciales qui développent des solutions derrière sont ravies de profiter de votre générosité. Il est important d'avoir donc en tête le fait que derrière ces IA génératives, il y a une somme, pour ne pas dire la somme avec un grand S, de la production intellectuelle et culturelle humaine. Pas celle de toute l'humanité sans doute, mais celle d'une part importante de l'humanité, occidentale et nord-américaine surtout, mais pas seulement. Ce qu'on nous présente souvent comme étant l'aboutissement de la machine repose en réalité sur des siècles d'un immense travail humain, des individus et des organisations qui ont créé et préservé ces contenus, et d'un travail toujours humain sur ces éléments de contenu pour les numériser, les trier, les étiqueter, c'est-à-dire les décrire, les tester aussi. La machine est loin d'effectuer ce travail toute seule. Ça soulève bien entendu d'importantes questions éthiques, politiques et économiques, puisque d'aucuns voient dans ces mécanismes d'entraînement des IA une appropriation par le capital de la connaissance humaine, y compris quand celle-ci a été développée précisément en dehors de la sphère capitaliste. Je pense ici en particulier à des exemples comme Wikipédia, dont les contenus ouverts ont clairement nourri les IA. Dans cet ensemble de contenus textuels et visuels, mais aussi sonores et vidéo, on trouve tout un corpus d'œuvres qui font partie du patrimoine culturel et qui ont été moissonnées sur le web ou dans les livres, bien souvent sans l'accord de leurs auteurs, autrices ou ayants droit. Et bien que les œuvres en question ne soient pas formellement copiées dans les modèles d'IA générative, leurs traces, leurs caractéristiques, leur esprit entre guillemets s'y trouvent bel et bien, peut-être même de façon caricaturale. Au point qu'il est possible de demander à la machine de fabriquer des images à la manière de tel ou tel artiste, qu'il s'agisse de photographie, de peinture ou d'autres éléments de style. C'est un des points qui cristallise d'ailleurs un ensemble de questions juridiques et économiques. Alors, ce que je vous montre ici, c'est un exemple où on est dans la documentation, enfin des sites qui essayent de documenter l'utilisation de Midjourney. Et vous voyez que vous avez des grands noms ici de photographes très connus, Ansel Adams, Bérénice Abbott, ici Diane Arbus, Richard Avedon, etc. Ce sont des indications qu'on peut donner quand on prompte la machine pour demander à la machine de créer une image à la façon d'Avedon ou d'Arbus ou d'Abbott. On trouve la même chose dans le domaine de la peinture. Par exemple, si j'ai envie de générer une image à la façon d'Arsimbolo, eh bien, je vais pouvoir demander à la machine de le faire et la machine va s'exécuter. C'est donc bien que même si leurs œuvres ne sont pas formellement copiées dans ces systèmes, il y reste quelque chose, il y reste l'esprit en fait de ces œuvres.
Et ça, vous pouvez le faire dans toutes sortes de domaines, que ce soit le dessin, enfin toutes sortes de choses, et même dans le domaine de la musique, même si ce domaine-là est un peu plus sensible ou mieux défendu d'un point de vue juridique. Alors, sans entrer dans les questions techniques, il faut s'arrêter ici quelques secondes sur les technologies utilisées dans ce domaine. Elles sont multiples, complexes et récentes. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, peut-être par paresse intellectuelle, de réaliser une illustration à ce sujet. À vrai dire, je crois que seule une IA serait capable de la comprendre, même si ça fait écho à des choses qui sont bien réelles. Vous voyez, on a de l'analyse de texte, on a un prompt utilisateur, on a de l'analyse, on a des liens qui apparaissent, un certain nombre de mots-clés qui ont du sens par rapport au domaine, mais qui pour vous, probablement, n'ont que peu de signification. Et en tout cas, le schéma est loin d'être clair. Alors, si je résume, mais vraiment très très simplement pour ne pas vous perdre et pour ne pas me perdre non plus, nous sommes bien dans le monde de l'intelligence artificielle, plus précisément dans celui de l'apprentissage machine, ce qu'on appelle en anglais le machine learning. En particulier, si je descends dans ce slide, dans l'apprentissage réalisé avec des réseaux de neurones artificiels et même des réseaux de neurones qui sont organisés avec des systèmes multicouches qui permettent ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le fameux deep learning. C'est sur cette base que sont élaborées différentes catégories de grands modèles de langage, lesquels permettent de créer les modèles de fondation ou les modèles de base qui servent aujourd'hui à générer les textes et les images dont nous parlons. Alors à la base, on trouve des mathématiques, en particulier des statistiques, et puis de l'informatique avec une grande puissance de calcul qui permet de répéter des processus un très grand nombre de fois sur de très grandes quantités d'exemples afin d'entraîner, c'est-à-dire de paramétrer des modèles informatiques basés sur ces fameux réseaux de neurones. Dans le cas de la génération d'images, les modèles de diffusion, c'est comme ça qu'on les appelle, sont entraînés de façon un peu curieuse. On leur apprend à ajouter progressivement du bruit dans des images numériques, puis à détecter ce bruit étape par étape. Ensuite, on inverse le processus et ça permet, partant d'une image qui est un bruit purement aléatoire, d'aboutir à la création d'une image telle que celle que vous les avez vues. Ici, vous avez une petite vidéo qui est une vidéo de présentation de Dall-E lors de sa sortie, qui montre ce processus où véritablement on part d'un ensemble de pixels complètement aléatoires pour, au bout d'un certain nombre de raffinages, arriver à une image qui ressemble à ce qu'on a demandé. Alors, ici, je parle d'images, c'est un peu abusif. En réalité, les machines ne voient ça que comme des vecteurs de nombres et intègrent à la fois l'image, mais aussi la description de l'image. Vous voyez, dans les exemples ici où j'ai mon chat, je vais ajouter du bruit dans quelque chose qui est en fait une image et le texte qui décrit l'image, c'est-à-dire le mot chat ou différents mots qui décrivent cette photo, ce qui permettra en fait de faire le cheminement inverse. Alors, cela étant, ces outils sont loin d'être parfaits. Certains exemples peuvent nous rappeler leur nature statistique et leurs limites. Dans celui-ci, qui est issu d'une discussion avec une collègue que je salue au passage, j'ai demandé à ChatGPT de créer l'image d'une pièce vide, toute blanche, sans éléphant ni souris à l'intérieur. Mais son interprétation du prompt va le tromper et le pousser très souvent à générer une image incorrecte, comme celle que vous voyez là. Dans ce cas, le fait de le réinterroger sur l'image donne un dialogue parfaitement surréaliste qui peut être poursuivi et rappelle explicitement que pour la machine, cette image n'est qu'un ensemble de pixels et de valeurs. C'est-à-dire que si je lui demande d'analyser l'image, il va être capable de détecter que là et là, il y a quelque chose, mais il va continuer à maintenir que la pièce est totalement blanche, qu'elle est totalement vide, qu'il n'y a rien dedans. Ça montre l'absurde, et puis il y a un côté assez sympathique. Vous avez vu cette espèce de chose ici qui est une sorte de mini-éléphant avec une queue de souris. C'est assez étrange, mais c'est lié vraiment aux modèles statistiques qui sont derrière. Vous connaissez la fameuse expression, hein, the elephant in the room. Donc dès que je vais commencer à lui parler d'éléphant, même si je lui dis qu'il n'y en a pas, en fait, il va m'en remettre un dans la pièce. Alors il y a des questions plus importantes qui se posent à ce sujet. En août 2023, un article est paru dans le journal scientifique The Lancet pour dénoncer les biais des IA génératives par rapport au visuel dans le domaine de la santé. Dans cet exemple, le prompt est extrêmement clair. La machine doit créer une image d'un médecin noir africain qui aide des enfants blancs, pauvres et malades, et la photo doit s'inspirer du photojournalisme.
Mais la machine génère toujours l'image d'un médecin blanc avec des enfants noirs. Les tests que j'ai réalisés il y a quelques jours montrent toujours des biais. Il semble que désormais les médecins ont bien la peau noire, mais leurs patients ne sont toujours pas des enfants blancs, comme le demande le prompt. Ces images sont le miroir de notre société occidentale et de la façon dont l'univers visuel dans lequel nous baignons est biaisé ou représente une réalité qui l'est profondément. Beaucoup d'autres exemples de tels biais sont présents dans ces IA génératives. L'un d'entre eux concernait l'image des banlieues chez nos voisins français. Il a été publiquement dénoncé par l'agence BETC dans le cadre d'une campagne en envoyant à la direction de Midjourney des cartes postales montrant d'autres images, des images réelles et plus positives des banlieues françaises. Ici, vous avez un exemple de 2 prompts. Donc à gauche, on demande à Midjourney 3 jeunes en France, vous avez ça. À droite, on demande 3 jeunes en banlieue en France. Et vous avez 3 jeunes racisés qui sont dans un environnement délabré, on dirait un environnement de guerre civile. On espère, heureusement, que toute la banlieue ne ressemble pas à ce genre d'environnement. Lors de la sortie de Google Gemini, il y a à peine moins d'1 an, en février 2024, des tests aujourd'hui célèbres ont entraîné la génération d'images que l'on pourrait qualifier de trop inclusives, au point de constituer des aberrations historiques. Qu'il s'agisse de la représentation de personnes racisées dans l'armée allemande en 1943 ou de celle des peuples premiers parmi les sénateurs américains des années 1800. Google a dû stopper, ni plus ni moins, la génération d'images de son modèle pendant plusieurs mois avant de pouvoir corriger ce genre de biais. Alors à ce stade, vous vous demandez peut-être si nous avons dérivé au point de perdre de vue notre destination, ce lien avec le surréalisme et le jeu. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, intitulé « La Joconde mange sa soupe », vous avez une illustration, et j'aurais pu en sélectionner des milliers d'autres, d'une promptographie, si je reprends le terme, qui se réfère, non sans un certain humour, à des faits d'actualité de l'an dernier. L'auteur, ou devrais-je dire le prompteur, a réalisé plusieurs essais. D'ailleurs, sur Midjourney, des millions d'images sont publiques, car la confidentialité, le mode furtif, comme il l'appelle, n'est possible qu'à partir de l'abonnement pro, qui coûte quand même 60 $ par mois. Donc beaucoup de gens hésitent, si vous voulez, et vont préférer créer des images publiquement. Non seulement les images sont publiques, mais également les prompts qui les ont générées, ce qui permet de s'inspirer d'un prompt pour créer d'autres images. Midjourney propose d'ailleurs un onglet permettant de consulter les images les plus intéressantes du moment, et ça donne une fenêtre assez étrange sur la créativité dont font preuve les utilisateurs, les utilisatrices de ces systèmes. Alors, cette transparence des prompts et des images fait craindre que l'ensemble de ces contenus ne soit un jour utilisé pour entraîner à leur tour ou affiner des modèles d'IA. Alors, si l'on parle de surréalisme, il est facile de convoquer Dali. Ici, avec une femme qui dort et rêve d'un taureau. Des éléments semblent effectivement nous évoquer l'univers de Dali sous une forme pleine d'étrangeté. Pour quelqu'un qui ne connaît rien à l'œuvre de Dali, on pourrait facilement lui faire croire qu'il s'agit effectivement d'une œuvre de Dali, même si quand on y regarde un peu plus près, il y a des choses étranges qui témoignent de sa génération probable par une IA générative. Inviter Jérôme Bosch est encore plus troublant. La machine semble éprouver une sorte de jubilation dans la génération de créatures étranges. Elle nous surprend à réinterpréter le bestiaire moyenâgeux de l'artiste qui nous est presque familier tant il est spécifique et fascinant. Les possibilités semblent aussi infinies que surprenantes, ici une aquarelle librement inspirée par Paul Klee. Ou, pour varier les plaisirs et les médiums, une réinterprétation d'une image de Man Ray, vous savez, beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, laquelle n'a en fait rien à voir avec l'original que vous avez là. L'an dernier, j'avais en tête l'exposition de photos Élysée sur Man Ray et j'ai ainsi généré des images de femmes et de danseuses aux papillons, inspirées supposément par Man Ray.
Et j'insiste, ces images montrent un « ça n'a pas été », pour paraphraser l'expression célèbre de Roland Barthes, à moins qu'il ne s'agisse d'un « ça aurait pu être », interrogeant la relation triangulaire entre nous, l'image et la réalité. Certaines de ces images, créées ici avec des prompts simples et quelques essais, procurent une sorte d'émotion esthétique, de plaisir très comparable, si j'ose m'exprimer à titre personnel, à celui ressenti lorsqu'en tant que photographe, on a le sentiment d'avoir réussi une photo. Vous savez, quand vous avez pris une bonne photo, cette forme de satisfaction qui peut aussi apparaître au fil de la construction d'une série d'images cohérentes ou signifiantes avec l'aide de ces outils. Pardon, je voulais vous montrer ça. Vous voyez, on a quelque chose qui est assez esthétique. Car il faut être honnête, hein, beaucoup de ces images créées sont inintéressantes en fait. Elles sont bizarres au point d'être dérangeantes ou elles ne correspondent tout simplement pas à ce qu'on cherche à faire. Il n'est pas rare de passer beaucoup de temps à générer différentes images en variant les prompts jusqu'à peut-être trouver quelque chose de spécial. Peut-être d'ailleurs quelque chose de suffisamment bizarre pour être beau, en référence à la phrase de Baudelaire « Le beau est toujours bizarre ». Alors cette question nous emmène vers celle de l'esthétique de ces images. Car oui, il faut bien l'admettre, ces images provoquent une sorte de choc esthétique. À la consultation des images créées par les utilisateurs, dont certaines sont magnifiques, et sans doute plus encore lors de la production d'images qui surprennent et flattent le prompteur ou la prompteuse, surtout à ses débuts. Du reste, les modèles sont entraînés précisément pour générer de belles images, hein, j'insiste sur le mot « belle ». Il existe en fait des jeux de données qui leur permettent d'apprendre à différencier des images qu'on qualifie de belles d'autres qui le sont moins. Ils s'attachent donc à générer de belles images, y compris quand on leur demande de générer des choses cauchemardesques. Alors pour les âmes sensibles, je vous autorise à fermer les yeux quelques instants. Je vais vous montrer deux exemples. Alors, le premier n'est pas catastrophique, mais il évoque quand même un cauchemar éveillé. Vous voyez d'ailleurs que les IA sont capables de faire des choses intéressantes dans des styles qui ne sont pas forcément des styles photographiques ou des styles liés à la peinture. Ici, on est beaucoup plus proche du dessin, voire éventuellement de la gravure. Un cauchemar éveillé qui est pas mal évoqué, mais ça peut être pire. La seconde, que je trouve personnellement plus angoissante, a pour titre « La plus dérangeante des créatures, prête pour le sang ». Ces images peuvent nous choquer ou à minima nous surprendre. Elles nous disent par ailleurs des choses sur les limites de ces modèles. Autant essayer de générer un nu, vous verrez que c'est pas facile, autant essayer de générer des images atroces de ce type-là, ça passe apparemment sans trop de difficultés. Alors je vais essayer de nettoyer quand même les traces de cette horreur dans vos cerveaux respectifs en prenant des exemples plus consensuels. Ici, vous avez une Vénus moderne inspirée par Botticelli et photographiée par un photographe de mode du XXIe siècle. Esthétique au premier abord, en réalité, elle n'est pas parfaite. Notez que la jeune femme n'a que 4 doigts à sa main. C'est un exemple de ce qu'on appelle un glitch, c'est-à-dire une erreur classique sur lesquelles les modèles ont du reste beaucoup travaillé et beaucoup réalisé de progrès. Dans le même genre, un Apollon moderne, toujours inspiré de Botticelli, vous voyez entre les deux des points communs. Le marbre, la pose alanguie, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs si elle trouve ses origines dans le photographe du XXIe siècle ou plutôt dans l'esthétique de Botticelli. Dans cet exemple de Vénus, on notera la position pour le moins étrange de l'avant-bras. Dans cet autre exemple, le morceau de collier que vous avez ici, qui est assez caractéristique des images générées par l'IA. Et beaucoup de codes que l'on retrouve ici dans ces images peuvent se rattacher explicitement à la théorie dite du regard masculin, le fameux male gaze de Laura Mulvey. Ces images disent donc des choses sur le monde, sur l'époque, sur les contenus qui ont servi à les entraîner et à entraîner en particulier les modèles dont elles sont issues.
En générant d'autres exemples de Vénus inspirés par Botticelli mais photographiés de façon contemporaine, on voit apparaître des choses étranges au premier abord et pour le moins surréalistes. Comme sur cette image dans laquelle, vous le voyez, la robe de la jeune femme semble se confondre avec une coquille Saint-Jacques. Et ça n'est pas le seul exemple. Le deuxième est étrangement surréaliste et semble émerger à sa façon d'une coquille. Cet autre est coiffé d'un coquillage et pleure sur fond de mer. Beaucoup de ces images intègrent effectivement des éléments de la Vénus, la femme, ses cheveux longs, roux, et des éléments liés au coquillage dont elle émerge dans le tableau de Botticelli. C'est en fait une illustration claire du fonctionnement et de l'entraînement de ces IA. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, on les entraîne sur des quantités d'images et ces images sont étiquetées. Imaginez que vous deviez décrire la Vénus de Botticelli. Vous allez forcément dire qu'il s'agit d'une jeune femme rousse avec des cheveux longs, qu'en plus elle est belle, et puis qu'elle est sur une plage et qu'elle sort d'un coquillage et qu'il y a la mer, etc. Donc ce genre de mots-clés va de facto ressortir du modèle quand on lui demande de générer ce type d'image avec des références à Vénus. Alors l'un des résultats qui m'a surpris a posteriori est celui-ci. C'est toujours une Vénus avec une référence à Bourdin. Allez savoir pourquoi, ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Le photographe de mode donc, des années 80. Quelques mois après l'avoir généré, je visitais l'exposition Man Ray à Photo-Élysée et j'y découvre cette image de Man Ray. C'est une image de 1930 qui m'a semblé comme avoir une sorte de lien avec l'image générée près d'un siècle plus tard par la machine. Je vous laisse juger de la ressemblance ou des points communs éventuels entre ces deux images. Alors pour revenir au glitch, certains modèles comme Stable Diffusion en génèrent encore beaucoup. Et des artistes se sont d'ailleurs intéressés à ces images très étranges que cela peut donner. Peut-être que vous aurez l'occasion d'en voir dans la conférence de la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est sans doute dans le domaine plutôt de la génération de vidéos que se situe cette frontière de l'étrange, mais j'ai choisi dans cette conférence de rester focalisé sur l'image fixe. Alors, dans cet exemple, vous voyez des glitches évidents dans cette zone, ici, un personnage qui est anatomiquement complètement détraqué. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Ces glitches donc, constituent une des limites de ces solutions génératives et d'autres existent, en particulier au niveau des frontières que les concepteurs intègrent dans leurs outils. Vous voyez ici quelques images générées autour de ce thème des Vénus et vous pouvez constater que certaines sont censurées, visiblement parce qu'elles contenaient du nu. Vous voyez ici et là, vous avez des images qui ont été interdites par la machine. Alors, ces approches de la censure varient. Ici, vous voyez Midjourney qui va carrément refuser de montrer le résultat d'une commande parce que son filtre le lui interdit. Ici, il s'agissait de générer des images d'une femme dormant en s'inspirant d'Egon Schiele. Évidemment, je n'ai pas choisi les exemples au hasard. Le blocage n'est d'ailleurs pas systématique, mais il faut avoir conscience que ces outils placent leurs utilisateurs dans des espaces créatifs qui sont en réalité des cages de verre. Des cages dont les limites ne sont pas très clairement identifiables, mais qui existent à plusieurs niveaux, c'est-à-dire à la fois en amont dans l'entraînement de ces modèles, puisque les jeux de données vont être triés, censurés éventuellement, au centre, au niveau de l'analyse des prompts, qui vont subir là aussi des traitements, mais aussi en aval, lors de la génération d'images, on va réanalyser ces images et éventuellement en retirer. Donc utiliser ces outils, c'est donc créer dans un espace qui est loin d'être sans limite. Alors il existe bien sûr des modèles non bridés et des modèles spécialisés, en particulier dans la pornographie, un secteur qui n'attend jamais bien longtemps pour faire de l'argent avec des innovations technologiques. Alors si je reviens à la question de l'esthétique et sans m'étendre trop sur le sujet, ça c'est les images d'Egon Schiele que j'avais générées, enfin d'Egon, pardon, c'est un abus de langage, à la manière d'eux. Donc si je reviens à la question de l'esthétique et sans trop m'étendre sur le sujet, sachant que d'autres comme Lev Manovich ou Emanuele Ariely écrivent des livres entiers sur ces questions, il faut avoir conscience que les traits de cette esthétique de l'IA générative envahissent notre environnement quand elles sont utilisées pour développer des visuels dans le domaine de la communication, comme ici avec la maison Etro et sa campagne d'été 2024. Il s'agit en l'occurrence d'une maison de mode italienne.
Un autre exemple avec cette double page de publicité de Veolia qui nous montre un visuel généré par une IA. C'est clairement, enfin j'ai zoomé un petit peu, mais c'était clairement indiqué dans la légende de l'image. Un visuel donc généré par une IA fin 2023. En 2024, l'entreprise a récidivé avec une autre campagne diffusée sur le thème de la protection de l'eau en faisant générer par des IA des images inspirées de tableaux célèbres, mais par des temps de sécheresse, si vous voulez. C'est un exemple par ailleurs assez cynique parce que l'empreinte environnementale du numérique est très importante en termes d'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, mais aussi en termes de consommation de ressources et de consommation d'eau. Pour vous donner quelques détails sur ce sujet, la semaine dernière, l'Agence française de la transition écologique, l'ADEME, a publié de nouveaux chiffres pour 2022 sur l'empreinte du numérique en France. Il représenterait, selon eux, 11% de la consommation électrique, 4,4% de l'empreinte carbone du pays, et elle a revu l'importance des centres de données dans cette empreinte carbone, car ce sont ces fameux data centers qui hébergent les outils d'IA dont nous avons parlé. Alors, indépendamment de cette question environnementale, le fait que les IA génératives entrent dans la communication des entreprises, c'est un élément clé de la compréhension de l'impact que ces visuels et leur esthétique vont avoir sur nos représentations du monde. Les entreprises et les startups qui développent ces solutions et ceux qui les financent ne sont pas des philanthropes. Ils cherchent à rentabiliser leurs investissements en commercialisant ces outils aux entreprises et aux particuliers. Alors ils le font et vont pouvoir le faire en promettant des gains de productivité. Pardon, j'ai avancé sans le vouloir, oui, c'était là. En promettant des gains de productivité aux employés, faire plus vite, c'est-à-dire avec moins de temps de travail humain, faire mieux, ne plus dépendre d'une agence ou d'un sous-traitant pour réaliser certaines tâches dites créatives. C'est ce mécanisme qui va faire entrer l'esthétique de l'IA dans la banalité de l'univers visuel dans lequel nous baignons. C'est déjà le cas sur les réseaux sociaux, sur le web, dans les médias. Cela sera renforcé par l'intégration de ces technologies dans les outils informatiques les plus courants, comme Microsoft Office avec Copilot ou Adobe avec Firefly. Cette masse de contenu textuel et visuel nourrira à son tour les prochaines générations d'IA dans une sorte de cycle autophage. Déjà, on s'inquiète de la prolifération de ce qu'on appelle le slop. Et ça, c'est un exemple de slop. C'est-à-dire des contenus de mauvaise qualité générés par des IA qui envahissent et polluent les réseaux sociaux et le web, à côté des fakes qui, eux aussi, pourraient être rangés dans une catégorie voisine. Hubert Guillot, qui est un des meilleurs observateurs du numérique dans le domaine francophone, en parle dans sa récente newsletter. Il évoque notamment cette image qu'on appelle le Jésus des crevettes, que vous voyez là et qui est une illustration assez courante de ces contenus jugés totalement absurdes et dont on aimerait éviter que les IA gaspillent en fait de l'énergie à créer ce genre de choses. Peut-être d'ailleurs que Nathalie Ditchi, qui a fait sa thèse sur les questions de représentation du Christ, vous fera référence la semaine prochaine à ce genre d'exemple. Alors bien sûr, nous avons du mal à cerner quelles seront les conséquences de ces évolutions sur le monde du travail, sur le travail créatif et sur celui des artistes, sur notre perception du monde à travers des images qui n'ont pas été, sur la façon dont les machines vont ou non coloniser nos imaginaires. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Les études le confirment. Vous avez ici un exemple de questionnaire, d'enquête qu'on réalise pour essayer de savoir ce que les personnes font sur leur lieu de travail avec ces fameuses IA génératives. Et vous le voyez, la première des choses qui arrive, c'est la génération d'idées. C'est important, ce genre de choses, car c'est bien ça dont il s'agit. Les études le montrent, le premier usage de ces IA, c'est la génération d'idées, et c'est pas sans nous interroger sur la place réelle de l'humain dans tout ça. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que nous sommes tant inquiets par rapport à ces IA dites génératives. C'est parce que nous déléguons à la machine la génération d'idées, une tâche dont nous la pensions jusqu'ici incapable. Pour conclure, parce que le temps est limité, je ne vois pas Sabine qui me fait des grands signes, mais j'imagine son stress, j'ai hésité et j'avais envie de vous laisser sur deux choses.
La première est une citation d'Annie Lebrun, cette amie des surréalistes, qui est issue de son livre, pas celui que j'ai cité tout à l'heure, mais un autre, qui s'intitule « Ce qui n'a pas de prix », qui a été publié chez Stock en 2018 et que je vous recommande vivement. Elle y dit la chose suivante. « L'aggravation de ce trop de réalité, conséquence d'une marchandisation délirante, indissociable de l'essor de l'informatique, trop d'objets, trop d'images, trop de signes se neutralisant en une masse d'insignifiance, qui n'a cessé d'envahir le paysage pour y opérer une constante censure par l'excès. » C'était avant l'explosion des IA génératives, et je crois que cela résonne fortement avec leur développement. Et pour finir sur une note bien plus légère, vous lire quelques lignes d'un poème surréaliste par ChatGPT. Vous savez que c'est quelque chose de facile et de très courant maintenant dans la plupart des conférences qui abordent ce sujet. Alors je vous lis. Dans le jardin de l'absurde, une horloge fond. Ses aiguilles caressent les rêves d'un monde rond, où les poissons volants murmurent des secrets aux étoiles endormies sous les pavés. Un chapeau de pluie danse avec une rose bleue sur une mélodie que seul le silence aveugle. Les murs ont des oreilles, les portes des yeux, et la nuit, les ombres jouent à la marelle. Un chat bicéphale conte des histoires d'antan, à la lune écarlate, vêtue de satin blanc, les mots se mélangent en un cocktail d'ivresse où chaque verbe est une caresse. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Oui, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse passer un micro ou ce n'est pas nécessaire. Je vous écoute. Donc, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, mais dans l'image de la chambre vide complètement et des deux souris. Oui. Hein, les souris n'étaient pas demandées. Alors, dans le prompt, j'ai même explicitement demandé à ce qu'il n'y ait rien dans la pièce. Pas d'éléphant, pas de souris. Et c'est le fait d'indiquer qu'il ne fallait pas d'éléphant et pas de souris qui amène en fait ces souris en retour dans le résultat. On peut le faire de façon différente, mais c'est une façon assez simple de montrer aussi la sensibilité de ces IA génératives à la nature du prompt. Vous ajoutez un mot, vous enlevez un mot dans une instruction qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre et que la machine ne va pas du tout comprendre. Et donc, ça illustre un petit peu le genre de risque auquel on fait face quand on fait peut-être trop confiance à ce genre d'outils. Après, je ne dis pas ça pour, je dirais, minimiser leur impact. Elles sont capables de faire des choses qui sont véritablement étonnantes. Et de plus en plus, quand vous émettez ou que vous interrogez, disons, une de ces machines, elle va soumettre son résultat à une sorte d'auto-analyse. Donc, elle prépare une réponse, et puis avant de vous la soumettre, elle analyse la réponse qu'elle vous a donnée pour vérifier que c'était bien conforme au contexte, à ce que vous aviez demandé et tout ça. Donc, le risque d'erreur est censé se réduire. Mais pour l'instant, il existe encore. Il faut avoir ça en tête parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on va confier de plus en plus de responsabilités, si j'ose dire, à ces machines, qui sont par définition irresponsables, comme les entreprises d'ailleurs qui les mettent en œuvre. Et ça pose des questions qui sont extrêmement graves d'un point de vue sociétal. Oui, madame ? Alors, l'idée, pardon, je me rapproche. L'idée du bruit, c'est vraiment l'idée de rajouter des pixels aléatoires pour dégrader l'image progressivement jusqu'à obtenir une image dans laquelle il ne reste que du bruit, c'est-à-dire qu'un ensemble de pixels, de points, de couleurs complètement aléatoires. Alors, dans l'exemple que j'ai montré, on voyait seulement 5 itérations. En réalité, pour faire ça, on peut aller jusqu'à 1000 itérations. Donc, on le fait très progressivement. On demande à la machine d'ajouter un bruit, puis de détecter le bruit qui a été ajouté. Puis on fait ça étape par étape jusqu'à dégrader totalement l'image. Et en utilisant le mécanisme inverse, qui va être appris en fait lors de son entraînement par le réseau de neurones, eh bien, on pourra partir d'un bruit aléatoire complet et générer une image. Je sais que ça semble très étrange pour nous autres profanes, c'est une sorte de magie mathématique, si j'ose dire, ou magie informatique, mais une grande partie des systèmes de génération d'images reposent sur ce type de technologie. Oui ? J'ai été très impressionnée évidemment par les photos qui ont été générées d'après la Vénus
mais dans aucune, j'ai senti l'émotion qu'on peut avoir en voyant ce tableau. Et c'est exactement la même chose si j'ai eu la chance de pouvoir voir le tableau à Art Basel qui a été présenté Oui. sur le portrait généré informatiquement sur alors Rembrandt Oui. actuel. Il n'y avait pas la matière, il y avait quelque chose de très plat, Oui. très froid. Souvent très lisse aussi, c'est des choses qu'on reproche à cette esthétique de ces images générées par l'IA. Comprenons-nous bien, hein, dans mon exposé, je n'entendais pas comparer l'expérience ressentie face à un tableau et l'expérience qu'on peut éventuellement ressentir par rapport à ce genre de choses. Sur la peinture, je pense que c'est particulièrement important parce qu'il y a une matérialité qui est très forte. Dans le domaine des photographies, parfois, la frontière est un peu plus ténue. Et il faut avoir en tête que face à certaines de ces images, je pense qu'on peut réellement dire qu'on ressent effectivement une expérience esthétique. Peut-être pas la même, peut-être d'un ordre qu'il faut encore qu'on qualifie, mais elle existe. Vous aviez envie de compléter? Je pense que pour la photographie, tout à fait. J'étais aussi très étonnée par le texte, la poésie que vous avez générée. Oui. C'était magnifique. Alors, dire que c'est magnifique, c'est difficile à dire, mais il y a quelque chose, ça peut nous toucher. Et encore, là, je vous ai lu que la moitié, hein, il y avait effectivement d'autres strophes, ça ressemble, ça respecte un certain nombre de codes qu'on retrouve dans ces textes de l'époque. Donc voilà, il y a des idées qui sont intéressantes. Maintenant, de là à dire que ça serait comparable à un poème réellement écrit par des humains, il y manque plein de choses. La convivialité, le fait d'être ensemble, une forme d'imperfection, énormément de choses, des profondeurs à des références, peut-être un peu plus de folie, encore que quand on regarde ce qu'elle est capable de faire, enfin je personnifie parce qu'on le fait souvent à tort ces machines, quand on regarde ce qu'elles sont capables de faire, elles sont capables sacrément de nous surprendre. Et c'est pas un hasard si les humains leur demandent aujourd'hui des idées. Donc c'est vraiment un transfert de cette idée d'imagination à la machine, que ça soit pour du texte, en entreprise ou autre, ou que ça soit à des fins artistiques. Je pense que vous aurez l'occasion, hein, dans les prochaines conférences, de dialoguer aussi avec des artistes pour voir comment ils utilisent ou non ce type d'outils. Et c'est assez intéressant de réfléchir avec eux, de voir comment ce genre de technologie peut être ou non intégré dans ces processus. Oui. J'ai peut-être mal compris, mais il me semble que vous avez dit pour le tableau de Rembrandt Oui. que vous avez utilisé des techniques d'impression Oui. pour ressortir la texture, le relief, et j'imagine que beaucoup de progrès va être fait dans cette... Ah, c'est possible. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit un domaine qui attire beaucoup d'investissement. À l'époque, c'était plutôt une sorte de démonstration, un projet de recherche. Et puis, quand bien même ils auraient voulu reproduire le coup de pinceau de l'artiste, je ne suis pas sûr que le rendu ait été suffisant. Alors, on voit des choses, hein, on voit plein de robots qui font de la peinture avec des empattements, avec toutes sortes de choses qui ressemblent en fait à de la peinture humaine. Certains même d'ailleurs sont des robots vraiment qui utilisent de la vraie peinture en fait pour peindre. Je ne suis pas absolument certain que ça soit dans ce domaine-là qu'il va y avoir les choses les plus intéressantes. Alors j'aurais pu vous ramener, j'avais fait des tests assez amusants de faire peindre en fait en Chine des images générées par des IA. Donc vous commencez par l'IA, vous générez l'image d'un tableau, vous l'envoyez à Shenzhen, vous avez là-bas le village des peintres, pour quelques centaines de dollars, ils vous fabriquent en fait un tableau et ils vous le renvoient, ça prend à peu près 2-3 semaines, ça coûte quelques centaines de francs. Et vous avez ensuite une peinture véritable de votre image générée préalablement avec une IA. Alors c'est pas exactement la même image, parce qu'elle a été quand même un minimum réinterprétée par un humain ou un groupe d'humains en quelque sorte, entre deux. Donc c'est des choses qui sont aussi faisables. Ça peut être une technique, au même titre que certains artistes n'hésitent pas à recourir, vous le savez, à des ateliers qui sont localisés un peu partout dans le monde. D'autres questions? Oui, madame? Oui, à un moment, vous avez parlé de flop ou de slop. Oui, de slop. Oui. Mais en tout cas, comment dire, je ne sais pas comment formuler exactement la question, mais quand, comment, par qui est venue cette notion? Et comme l'intelligence artificielle est déjà en partie sera à disposition de tout le monde, comment cette notion a-t-elle pu venir? Alors,
Donc la notion de slop, je ne pourrais pas vous dire exactement d'où elle vient, mais si vous recherchez simplement slop sur Wikipédia, ça s'écrit S-L-O-P, hein, c'est tout simple, vous verrez qu'il y a tout un article qui explique et qui vous citera, enfin ils vous redirigeront vers les articles des premiers chercheurs ou sociologues, je ne sais pas exactement qui a sorti ce terme, mais l'idée c'était de désigner ce contenu que d'aucuns considèrent comme étant superflu et absurde et qui est créé en général par des IA génératives. Maintenant, il faut quand même faire attention, derrière ça, il y a une culture populaire, un peu comme celle des mèmes, il y a de l'humour. Prétendre que l'humour est inutile, c'est porter un jugement de valeur qui est discutable. Peut-être que la personne qui a généré ce Christ aux crevettes avait très bonne raison de le faire et était ravie de l'avoir fait. De là à ce que nous permettions de juger que la chose est absurde, je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup plus absurde qu'une banane scotchée sur un mur. Vous voyez à quoi je fais référence. Bon, là-dessus, vous voyez, on est face à des phénomènes et petit à petit, les ethnologues, les sociologues, un certain nombre de chercheurs et de chercheuses qui étudient ce qui est en train de se passer, essayent parfois de décrire ces phénomènes avec des mots. Donc il y a des mots à un moment qui apparaissent, qui pour certains vont rentrer dans le vocabulaire, pour d'autres peut-être tomberont dans l'oubli. On a vécu, enfin Solange Garnaouty et moi, ce genre de choses au moment de l'émergence de l'Internet dans le grand public. Il y a énormément de mots qui sont apparus, qui n'existaient pas. Il a bien fallu mettre des mots sur les choses, et petit à petit, les mots se sont pour certains ancrés dans notre vocabulaire, et puis pour d'autres, ils sont tombés dans les oubliettes, ils ont été remplacés par d'autres. Parfois, on a utilisé des anglicismes, parfois pas. Vous voyez, le mot prompt ou prompteur, c'est difficile de dire est-ce que vraiment c'est ce mot-là qui va rester pour décrire l'auteur, entre guillemets, de l'image. C'est pas certain, notamment parce que, bah oui, vous promptez sur Midjourney, mais vous avez vu qu'avec ChatGPT, on est dans une notion de conversation. Donc il n'y a plus véritablement de prompt, il y a un dialogue. Alors est-ce qu'on va appeler ça demain des dialogueurs? Je ne sais pas. Mais on est... je dirais que c'est toute la difficulté de ce champ disciplinaire, c'est qu'on observe quelque chose qui est en train de se faire et de se défaire devant nos yeux. Mais c'est quelque chose d'intéressant, il y a tout un vocabulaire qui se déroule autour de ça. D'ailleurs, Nicolas Nova, hein, que j'ai encore en tête, hein, je suis navré d'y revenir, est quelqu'un qui s'était beaucoup intéressé justement en tant qu'ethnologue à ces questions de vocabulaire, détectant de ci, de là des termes un peu nouveaux, un peu étranges, utilisés pour décrire typiquement ce genre de choses. Je vous recommande d'ailleurs ces différents livres, ils sont très intéressants. D'autres questions encore ou... Une dernière peut-être, oui? Est-ce que toutes les images qui sont créées sur chaque ordinateur individuel, oui, est-ce qu'elles sont automatiquement enregistrées dans la mémoire du logiciel et vont faire partie? Oui, en fait, il faut même que je sois un peu plus précis. Les images qui sont générées, par exemple celle-ci, qui est une image générée par Midjourney, elles sont générées directement dans des data centers, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas générées sur mon ordinateur. Elles sont générées à distance par un ordre qui vient de mon ordinateur, mais la génération, elle se fait à distance dans un centre de données, très probablement ici un centre de données aux États-Unis, mais peut-être ailleurs, en Irlande ou quelque part en Europe. Techniquement, j'ai aucun moyen de savoir où l'image est générée et ensuite où elle va être stockée. Parce qu'effectivement, elle est stockée là-bas et on parle de grandes quantités d'images. Hein. Alors, je n'ai pas de statistiques toutes récentes, mais j'ai vu des chiffres qui évoquaient quelque chose de l'ordre de 15 milliards d'images générées l'an dernier par ces IA génératives. Alors, c'est très faible en fait. Si on compare ça notamment aux dizaines, aux centaines de milliards d'images que vous générez avec vos téléphones portables. Donc, la quantité de photographies qu'on génère avec les mobiles est vraiment sans commune mesure avec ce qu'on génère aujourd'hui par l'IA. Mais malgré tout, c'est des très grandes quantités d'images qui sont stockées comme ça sur des data centers et qui contribuent à cette fameuse empreinte environnementale. Parce que pour stocker une image dans un data center, il faut un ordinateur qui tourne 24 heures sur 24, donc il consomme de l'électricité, il génère de la chaleur, donc il faut le refroidir avec de l'eau. Vous avez la démonstration de cette empreinte en fait, environnementale du numérique. Mais oui, les images, elles sont stockées là-bas. Ma question, c'était surtout, est-ce qu'elles sont ensuite partie intégrante du stock
dans lequel va puiser Alors, c'est une très bonne question. Cette question de l'auto-entraînement, pour l'instant, on n'a pas de réponse claire et je ne suis pas sûr que la réponse serait la même pour toutes les IA génératives. Mais il y a une crainte très claire qui est exprimée dans la communauté à la fois scientifique et des utilisateurs que ces images qui n'ont jamais existé soient utilisées ensuite pour entraîner des IA comme si elles avaient existé. On voit ça aussi dans le domaine des textes, parce que certains chercheurs pensent qu'on a atteint un petit peu les limites de nos possibilités d'entraîner des IA en termes de texte, hein, avec de nouveaux textes. Parce qu'on a donné aux IA tous les textes qu'on avait sous la main. Donc au bout d'un moment, on se dit, mais comment on va faire pour aller au-delà, pour améliorer encore leur performance? Et certains pensent à générer des textes pour les utiliser, pour précisément entraîner les IA. Donc c'est assez particulier, mais c'est des domaines de recherche qui existent et des domaines qui sont à l'état. Alors je ne sais pas s'il faut parler de recherche, mais disons dans les labos des entreprises qui développent tout ça, oui, c'est clairement une question. Oui ? Par rapport à ce sujet, le droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, vous avez vu, j'y ai fait une ou deux allusions, mais vous aurez dans 15 jours une conférence donnée par un éminent avocat qui est spécialiste du sujet, qui va vous expliquer, je pense, avec force détail, les tenants et les aboutissants de la chose. C'est un sujet, en tout cas, qui est complexe, qui est très ouvert encore. Là, en l'occurrence, pour Midjourney et pour beaucoup de ces plateformes, en tant qu'utilisateur, on se soumet d'abord à leurs règles d'utilisation, puis ensuite aux règles générales du droit d'auteur, qui peut varier en plus entre les États-Unis et l'Europe. Mais grosso modo, on est soumis effectivement d'abord et avant tout aux conditions d'utilisation et on cède une bonne partie de nos droits en réalité aux entreprises qui mettent en place ces différents modèles. Donc, ces images qu'on fait générer par Oui. l'intelligence artificielle peuvent être utilisées après par d'autres personnes. Potentiellement, elle pourrait. Potentiellement, elle pourrait. Donc ça pose bien sûr toute une série de questions. C'est un sujet qui est extrêmement vaste. Voilà, je vois Madame Panchaud qui me fait signe qu'il faut qu'on s'arrête. Un grand merci et puis à la semaine prochaine. Au revoir.